Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un combattant. Alors, on avait déjà reçu dans cette 3e saison Jimmy Vienno, Ange Künzli, qui sont plutôt des combattants sur des rings. On a aussi reçu des judokas. Au tout début du podcast, il y a 4 ans, j'avais reçu un grand monsieur du même sport que notre invité d'aujourd'hui. J'avais reçu Pascal Gentil, médaille de bronze aux Jeux Olympiques en taekwondo. Justement, aujourd'hui, on va recevoir un taekwondotiste. Jamais très facile à dire comme mot. Je suis très heureux de recevoir Dylan Chelamuto. Salut Dylan. Salut Armando, merci pour l'accueil, c'est cool. Je t'en prie. Alors attends, on va casser tout de suite un mythe. Déjà, on dit Dylan, on dit Dylan. Ah non, tout simplement Dylan, comme dans Brandon, Hélène et les garçons, c'est ma mère qui regardait ça quand elle était petite et elle m'a donné ce prénom. Ok, c'est une belle histoire, écoute. et le nom, ça va, j'ai bien prononcé, Chelamuto. Chelamuto, ouais, avec 4 O. Super. On mettra ton nom dans les notes de l'épisode. Comme ça, si jamais on ne te trouve pas, on pourra se référer à ça. Mais de toute façon, c'est pas difficile. Dylan, taekwondo, France, on devrait trouver. C'est bon, ouais, je pense. Ça vient d'où, Chelamuto ? Alors, Chelamuto, c'est de l'île Maurice. En fait, mon père est mauricien et ma mère est indienne. D'accord. Donc, papa mauricien, maman indienne et t'as atterri en France. Et moi, j'ai atterri en France et je suis de cette triple culture et on va dire que je mange très bien à la maison. Tu m'étonnes. Mon épouse est de Madagascar et je sais que quand elle me fait des bons petits plats, je me régale. Ouais, c'est sûr. J'ai une première question pour tous mes invités. Elle est très simple. Je te demande juste de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Dylan Chelamuto ? Alors, je suis sportif de haut niveau en taekwondo, comme tu l'as dit. Et ça fait 12 ans que je suis à l'INSEP en tant que sportif et en équipe de France. J'ai obtenu 4 médailles de bronze au championnat d'Europe, une médaille mondiale en junior et je suis 9 fois champion de France senior dans plusieurs catégories différentes. Et aujourd'hui, dans 2 semaines, là, je vais jouer le titre pour mon dixième titre qui est assez important dans la catégorie des moins de 68. Pour les JO, j'étais en moins de 68. Dans ma catégorie, malheureusement, il y a un adversaire qui a fait de meilleurs résultats. Par contre, il reste encore une chance par équipe. Alors aujourd'hui, moi, je vise cette place par équipe au JO. Et c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je cours derrière les Jeux Olympiques. J'ai échoué 2 fois, Rio et Tokyo. Là, aujourd'hui, je touche du bout des doigts mon rêve. Alors là, je suis à fond, à 6 mois des Jeux, je suis vraiment concentré sur ça. Tu nous as pas dit ton âge, Dylan ? 29 ans. Ah, je dis plus mon âge maintenant. Ah, pourquoi ? Parce que quand on est sportif de haut niveau, faut pas dire son âge ? Alors quand on est sportif de haut niveau, c'est vrai que l'âge fait peur parce que quand tu arrives à un certain âge, ça y est, tu approches de la fin et c'est vrai que c'est une belle vie le haut niveau et personne n'a envie d'arrêter. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le corps te donne quelques alertes. À la fois, je suis assez d'accord pour certains sports
très explosif, mais je pense qu'il y a aussi d'autres manières de continuer par la stratégie, par l'expérience, par des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, que ce soit sur des sports explosifs ou que ce soit sur des sports d'endurance. Et moi, je l'ai souvent raconté, l'histoire de ce podcast, elle vient aussi de rencontres que j'ai déjà faites il y a quelques années, et notamment d'une personne qui est dans la famille de mon épouse, qui est championne de France sur 800, sur 1500, sur 3000 steeples, et qui, à 40 ans, après 3 enfants, a décidé d'aller vers les JO, enfin de prendre comme toi le billet pour la course aux JO vers le marathon. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'abnégation, mais il y en a qui la voyaient déjà partante parce qu'à 40 piges, ça se fait pas. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc, à mon avis, tu as encore quelques belles années devant toi. Ouais, je pense que comme j'ai encore de belles années, mais c'est vrai que le taekwondo est un sport assez jeune où faut être explosif et il y a la concurrence. La concurrence fait qu'au bout d'un moment, tu es dépassé. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à maintenir un très haut niveau de performance et j'arrive à rester dans les meilleurs. Dans la catégorie des moins de 68, c'est vrai que j'ai une expérience et c'est ça qui me permet aujourd'hui de rester. Je sais comment aussi gérer le stress, l'abord d'une compétition et la préparation. C'est vrai que c'est aussi un atout d'avoir toutes ces années derrière moi de pratique. Tu me disais en off, alors déjà, pour planter le contexte, pour planter le décor, toi, tu es à l'INSEP, on est en train d'enregistrer. Derrière, il y a ta petite chambre de l'INSEP. C'est assez spartiate. J'ai un peu envie d'appeler ça, comme ça se fait un petit peu dans le monde religieux, des cellules. Rien à voir avec la prison, plus, voilà. Parce que c'est vrai que c'est assez petit, ça n'a pas l'air très grand. Toi, tu as fait 8 ans à l'INSEP? Alors moi, j'ai fait 8 ans d'internat à l'INSEP. 8 belles années, hein. C'était quand tu es jeune et tu es à l'INSEP, tout est sur place, c'est vraiment très simple. T'es concentré, tout est fait à l'INSEP pour que tu sois concentré vers la performance. À l'américaine, quoi. Un peu, alors, pas dans les mêmes dimensions, parce qu'un campus à l'américaine, on en parlait avec certains invités du podcast, notamment Victor Crouin, qui a étudié à Harvard et qui est dans le top 10 mondial en squash, encore avec d'autres invités que j'ai enregistrés cette semaine, qui ont vécu ça. L'Amérique, aux États-Unis, c'est des campus à perte de vue. Tout est sur place, mais bon, finalement, tu te déplaces en voiture sur le campus. Bon, là, à l'INSEP, c'est une taille beaucoup plus réduite. À échelle humaine, c'est plus réduit et il y a un esprit de très chaleureux ici entre les sportifs, on échange. Ça motive parce que tu vois aussi d'autres sports et le fait que tu sois en cours avec d'autres sports, tu fais des connaissances, tu fais des amitiés. Moi, j'ai des amis maintenant, ça fait 12-13 ans qu'on est amis finalement. Un judoka par exemple, Walid, et quand tu vois qu'il réussit aujourd'hui, qu'il est qualifié pour les JO, tu dis waouh, c'est incroyable et t'as envie juste de le soutenir. Je comprends que toi aussi tu sois à fond dans la qualif des JO parce que finalement vous vivez en microcosme, c'est une petite famille, donc quand il y a des copains qui y vont, même si c'est dans un autre sport, on a forcément envie aussi d'aller croquer l'histoire. C'est clair, c'est que en fait ici on est autour de personnes qui courent après une médaille aux Jeux. Des fois on voit des athlètes qui font des médailles mondiales. Et voilà, on a envie de faire la même chose, on est motivé. En fait, c'est vraiment aussi, tout est fait pour que tu sois centré sur la perf et que tu sois motivé. Alors, tu me disais 8 ans à l'INSEP, plusieurs années en internat, quelques années en externat. Là, tu es revenu en internat. Il me semblait que l'INSEP, c'était que 2 ans. Alors oui, ça dépend des sports. Il y a des règles dans certains sports où il y a vraiment du monde et ça doit tourner. Au taekwondo, ça, c'est une chance aussi, c'est il y a moins de monde qui pratique la discipline en France parce qu'elle est moins connue. Et du coup, les athlètes qui sont à l'INSEP sont plus accompagnés par la fédération et beaucoup plus suivis parce que il y a un manque de moyens, surtout de sponsors et de mécènes sur notre sport. Bon, on va y revenir, c'est justement le sujet même de ce podcast. J'aimerais qu'on fasse un petit flashback sur toi d'abord pour qu'on sache exactement qui est Dylan. Quand est-ce que tu commences à faire du sport? Pas forcément du taekwondo, mais vraiment le sport. Déjà, j'avoue que à l'âge de 5 ans, j'ai commencé le taekwondo. C'est-à-dire, à l'âge où on veut faire du sport, moi, mon premier sport, ça a été le taekwondo. Pourquoi, salle... en fait? En fait, c'est un peu le hasard. C'est une salle qui était située à côté de chez moi. Et niveau pratique c'était plus simple et organisation, c'était plus simple que je fasse du taekwondo. Et finalement, j'ai rencontré 2 éducateurs qui étaient incroyables et il y avait une belle ambiance dans le club. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, voilà, ça fait 24 ans que je suis dans ce club. Ça commence à faire beaucoup d'années. Tu peux le citer, hein? Et oui, le taekwondo Île de Cergy. Et dans ma ville de cœur où toute ma famille habite aujourd'hui et que j'y retourne souvent au club. Et en même temps, en parallèle, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlétisme. Et moi, j'aime bien le sport, j'aime bien me dépasser. Et en fait, je suis un mauvais joueur. C'est-à-dire, dès que je commence quelque chose, j'ai envie d'être le meilleur.
Je pense que il y a beaucoup de sportifs de niveau qui est comme ça. Dès qu'on fait un truc, on le fait à fond. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Dès que je faisais un truc, c'était pour aller être le meilleur. Mauvais joueur ou mauvais perdant? Mauvais perdant. Ah oui, 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 c'est pas pareil. Que tu gagnes, que tu perds, tu vas quand même saluer les adversaires. Si, bien sûr, je vais saluer. Mais par contre, mauvais perdant dans le sens où après une défaite, je me mets plusieurs jours à me remettre. J'arrête pas d'y repenser et ouais, c'est pas facile de perdre. On reviendra aussi là-dessus. Donc toi, tu commences le taekwondo à 5 ans. C'était l'histoire d'amour tout de suite. Quand est-ce que tu as commencé à penser, à réfléchir ou à être confronté au haut niveau? Alors moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, on va dire que c'était de la pratique loisir. Vraiment, je venais pour m'amuser avec les copains sur les tatamis. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir envie de faire du sport de haut niveau parce que déjà j'avais un entraîneur qui était sportif de haut niveau. Et surtout, c'est que j'étais à Cergy, j'avais envie de m'évader un peu de ce quotidien à Cergy où il n'y avait pas grand-chose à faire finalement dans cette ville. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du haut niveau? Et en fait, les entraîneurs m'ont dit, il y a quelque chose à faire, il y a moyen peut-être que tu fasses du haut niveau. Et là, ils m'ont mis tout de suite la puce à l'oreille. Et à partir à l'âge de 12 ans, j'avais une seule direction, c'était le haut niveau. Et comment ça se concrétise à 12 ans? Bon, tu es en région parisienne, donc c'est pas non plus déraciné comme Anne-Fatou Matambairo que j'ai reçu sur le podcast, judokate, qui vivait à Toulon, qui est parti justement à l'INSEP. Toi, c'était pas si loin que ça, mais l'internat, ça veut dire que ça implique quitter la maison, quitter les parents, quitter les potes. Ça veut dire quoi à 12 ans, avoir déjà des rêves de sport de haut niveau, avoir déjà des rêves des 5 anneaux olympiques, avoir déjà des rêves de ceinture mondiale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi déjà? C'est que moi je regardais beaucoup les magazines, j'avais des modèles bien sûr, il y avait mon entraîneur qui était Ludovic Vaux, ancien champion d'Europe et médaillé mondial. Après je voyais Pascal Gentil à cette époque-là qui passait souvent à la télé. Et moi je me dis mais c'est mon sport, je fais du taekwondo aussi, donc je me voyais déjà en tête d'affiche. Et après j'ai eu la chance, j'ai fait quelques résultats au niveau français en championnat de France. Et là, j'ai été découvert et on m'a tout de suite mis sur la route du haut niveau. Finalement, quand tu es jeune, dès que tu fais une place en championnat de France, tu es ciblé. Et après, tu rentres dans le parcours du haut niveau en tant que jeune. Et à l'âge de 15 ans, je suis arrivé au pôle Toulouse. Toulouse, donc tu as quand même été un peu déraciné. Si, moi je suis parti 2 ans à Toulouse. Et c'est clair que c'était une autre vie. C'était difficile les premiers mois, c'est sûr. Loin de sa famille, loin de ses amis, loin de son quotidien habituel. Mais je me suis très très vite habitué et j'ai bien aimé cette ville qui était Toulouse. C'est un changement. De Cergy, tu vas à Toulouse, c'est une grande ville. Moi, je venais d'une petite ville en région parisienne, mais qui est assez loin de Paris. C'est-à-dire j'avais pas l'habitude de me balader en ville. Et c'était incroyable ces 2 années à Toulouse. C'était ma formation. Et c'est vraiment là où je me suis entraîné vraiment énormément. Beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que je m'entraînais les week-ends. Après les entraînements, je m'entraînais. J'étais vraiment tout le temps en train de m'entraîner. Ah, écoute, dans l'oreillette, il y a Pascal Gentil qui te salue. Je lui ai envoyé un petit message en disant que je pensais à toi et il fait un coucou. Ah, cool. Tiens, il m'envoie l'équipe de France en route pour Paris 2024. Bon, écoute, peut-être que tu le croiseras dans quelques jours au niveau de l'équipe. Oui, je pense il revient souvent nous voir sur les tatamis et pour nous donner un peu son expérience, la force, échanger, donner 2-3 mots pour nous motiver. Et c'est une figure du taekwondo, alors c'est sûr que c'est cool de le voir et d'entendre sa force. Bon, tu lui feras un petit coucou de la part du podcast dans les vestiaires. Donc toi, tu pars donc à Toulouse pour intégrer le pôle France. Quand est-ce que tu intègres l'INSEP et dans quelles conditions? Alors moi, j'intègre l'INSEP à l'âge de 17 ans, de suite après ma médaille au championnat du monde junior. Mon championnat du monde junior, c'était ma première grosse compétition, ma première compétition internationale. Et je suis arrivé au championnat du monde, sans objectif vraiment. Et finalement, je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, je me retrouve en quart de finale. Et le quart de finale, je le passe. C'était incroyable. J'étais la seule médaille garçon sur ce championnat du monde. Et 5e tour, je gagne, je suis en finale contre un Coréen. Malheureusement, je perds parce que il était beaucoup plus fort que moi, le Coréen. Mais j'obtiens une médaille d'argent au championnat du monde, ce qui est juste incroyable pour ma première compétition. Et c'est là qui a été lancé, où j'ai été repéré vraiment pour intégrer l'INSEP et surtout pour avoir comme objectif les JO. Donc ça, c'était il y a 12 ans. Depuis, tu as fait un petit peu de chemin. On va revenir là-dessus. On fait un petit focus sur le taekwondo, justement. On parle pas mal de judo, le karaté, je pense que tout le monde voit, Karate Kid, ça a bien aidé. Ouais. Je suis pas certain qu'il y ait eu des films avec la même aura sur le taekwondo, en tout cas en France. Donc peut-être que tu peux revenir avec nous sur le sport, les origines, les spécificités, les combats, comment on passe les grades, etc. etc. Déjà, le taekwondo, c'est un sport coréen.
C'est un art martial qui a été créé en Corée et ramené par un maître coréen en France. En fait, les Coréens sont partis un peu dans le monde entier pour faire découvrir cette discipline. Et au taekwondo, en fait, on a les pumse, comme au karaté des katas, pour passer les ceintures. Alors, quand j'étais en club, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. J'ai passé les pumse 1, ceinture jaune, orange, rouge, jusqu'à la noire. Ensuite, j'ai commencé le combat. C'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a la partie technique en taekwondo, où c'est les pumse, et il y a la partie combat. Et moi, je me suis vraiment orienté sur la partie combat. Les spécificités du combat en taekwondo, c'est que déjà, on peut pas viser en dessous des jambes. Nous, on doit toucher le torse. En fait, on a un plastron sur nous. Avec nos jambes, on doit toucher le plastron ou le visage. Voilà, c'est un peu l'escrime des jambes. On est assez souple, donc on doit toucher le torse ou le visage. Et avec les poings, on doit toucher seulement le corps. C'est ça la différence entre les autres sports de combat. Par exemple, le karaté, eux, ils peuvent toucher le visage et le corps avec leurs poings. Par contre, la différence avec le karaté, c'est que nous, on peut aller jusqu'au KO. Le karaté, c'est de la touche. Et nous, on va à pleine puissance d'impact. Tu vas à pleine puissance d'impact. Est-ce que après, comme pour le judo, comme pour la lutte, comme pour le sambo, vous continuez au sol ou vous restez toujours debout? Nous, on reste toujours debout. Et le but, c'est qu'à la fin du round, c'est d'avoir le plus de points marqués. Et ça se joue en 3 rounds de 2 minutes. À la fin du premier round, par exemple, s'il y a 8-2 et tu as gagné le round, ça te fait un round. On va sur le deuxième round. Si tu gagnes le deuxième round, tu as gagné le combat. S'il y a un round chacun, on va jusqu'au troisième round. Un peu comme au tennis. Ouais, maintenant ça a changé. Avant c'était différent, mais maintenant c'est comme ça. C'est un système de round. Et il y a le scoring. Et le but c'est de toucher le plastron ou le casque. En gros, il y a des capteurs sur les pieds. Et quand on touche à une certaine puissance, ça marque 2 points en corps et 3 points au visage. Ok. Et le KO, c'est quand tu tapes vraiment très très fort sur la tête? Le KO, c'est quand c'est bien visé au niveau de la mâchoire. En général, voilà, il y a un interrupteur ici. On le voit pas, mais c'est un interrupteur imaginaire. Dès qu'on touche l'interrupteur, on s'endort. Non, le KO, ça arrive en taekwondo, hein, ça arrive encore aujourd'hui. Moi, j'ai la chance, je n'ai pas pris de KO, mais j'ai déjà mis des KO où j'étais sonné. Pas dodo direct, mais c'est vrai que on a l'habitude de prendre des coups au visage, donc au bout d'un moment, à un certain niveau, c'est dur de mettre des KO. Oui, c'est une question d'entraînement. J'imagine que l'interrupteur, au bout d'un moment, il se décale ou il est moins facile à actionner. Ça, et surtout, on a une agilité qui nous permet d'esquiver aussi, et la vision change avec le temps et l'entraînement. Donc, tu disais, les rounds, 3 rounds de 2 minutes, enfin, ça peut aller jusqu'à 3 rounds de 2 minutes, ça doit être hyper explosif. Oui, on est au niveau cardio, ça tape vraiment dans le cardio, et dès le début, en fait, on lève beaucoup les jambes, et il y a beaucoup d'intensité et de rythme. Et dans la journée, on peut avoir 5 à 6 combats. C'est comme au judo, il y a un tirage. Si tu pars au premier tour, c'est terminé. C'est la fin de la journée. Si tu passes un tour, tu vas jusqu'en finale. Après, tu passes les tour après tour. Ouais, et puis est-ce qu'il y a des repêchages aussi comme au judo? Alors non, nous, il n'y a pas de repêchage. Dès que tu es en demi-finale, tu es médaillé. Ouais, donc c'est moins populaire, en tout cas en France, que le judo. Je pense que le judo, il y a aussi un peu de repêchage parce qu'il y a pas mal de monde. Et voilà. Le judo, c'est beaucoup plus populaire en France, mais à savoir, à l'étranger, il y a beaucoup plus de pratiquants de taekwondo que de judoka. Et le taekwondo est quand même dans le monde entier. En fait, on peut en trouver vraiment dans chaque pays. C'est ça qui nous permet aussi de rester aujourd'hui au JO. C'est que pour l'histoire, les premiers médaillés olympiques au Gabon, c'est en taekwondo. Au Nigeria, le premier médaillé olympique, c'est un taekwondoïste. En Côte d'Ivoire, le seul médaille d'or au JO, c'est un taekwondoïste. Voilà. Et Jordanie aussi. Donc c'est vraiment un sport qui est pratiqué dans le monde entier, et aujourd'hui c'est ça qui nous permet de rester au niveau olympique. Bon, et du coup toi j'imagine que ça te fait aussi pas mal voyager? Oui, j'ai beaucoup, ces dernières années j'ai vraiment beaucoup voyagé. C'est vrai que même maintenant aller en vacances et prendre l'avion, j'ai même plus envie parce que c'est tellement long, tellement les voyages étaient durs aussi avec le régime. Des fois je pars en voyage et je suis au régime, c'est-à-dire dans l'avion tu fais 10 heures, tu vas en Chine. Voilà, j'ai fait 3 fois la Russie, le Japon, la Corée, l'Argentine, Brésil, Las Vegas. J'ai vraiment beaucoup voyagé. Bon, dans ton palmarès, j'ai pas entendu beaucoup de médailles d'or en championnat du monde. C'est ça. Non, j'ai pas eu de médaille en championnat du monde. Ça, c'est mon regret pour l'instant, et j'espère faire encore un championnat du monde pour obtenir une médaille. J'ai fait 4 bronzes au championnat d'Europe et 4 demi-finales perdues. Malheureusement, ça aurait pu se transformer en médaille d'or, mais aujourd'hui, je suis resté sur 4 médailles de bronze. C'est vrai que ça me manque aussi à mon palmarès. C'est un titre majeur sur une compétition importante. Ça va venir peut-être en compétition par équipe aux Jeux Olympiques de Paris. Tu sais, la petite fête là, de campagne qu'il va y avoir cet été. Ouais, je l'espère. Hein.
Puis là, l'avantage, c'est que tu n'as pas beaucoup de voyages à faire. Pas besoin de prendre l'avion. Ça, c'est sûr, je pense qu'on aura juste un bus qui va nous ramener au Grand Palais. D'ailleurs, on a testé la salle du Grand Palais. Ça va être juste incroyable. Il y aura une seule aire de combat au milieu du Grand Palais et autour 4 gradins de 3000 personnes. Ça va être ouf. Je venais un petit peu sur le sujet du voyage aussi parce que l'essence même de ce podcast, c'est de parler du financement des carrières des sportifs et sportifs de haut niveau. Tout ça, ça a un coût. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu finances ta carrière? Parce que dans une carrière de sportif de haut niveau, on l'a dit, toi, tu es à l'INSEP, donc il faut payer ton logement, ta nourriture. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui est pris en charge ou pas par la Fédé, par le club, etc. Mais il y a le logement, la nourriture, l'équipement, les voyages. Quand on parle de voyage, il y a l'avion, ou le bateau ou le train ou la voiture, il y a l'hôtel et il y a encore la nourriture sur place, plus tout l'équipement, plus le coach, plus le staff, le prépa mental, le prépa physique, etc. Est-ce que tu peux tout nous dévoiler, Dylan? Oui, avec plaisir. Déjà, moi, j'ai eu de la chance parce qu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait mes premières médailles au championnat d'Europe et au championnat du monde, ce qui m'a permis d'avoir un contrat image. Du coup, quand tu es jeune athlète, tu as des possibilités d'avoir des contrats image, des mécènes avec des entreprises. Mais l'objectif vraiment, c'est d'avoir ce qu'on appelle un CIP, un contrat d'insertion professionnelle. Et on va dire que c'est toutes les grandes entreprises en France ont des places réservées pour les sportifs de haut niveau. Il y a la SNCF, RATP, la douane, la police. Et moi aujourd'hui, je suis à la SNCF depuis 6 ans. Je suis en contrat d'insertion professionnelle, un CIP, et je suis libéré pour m'entraîner. Et par contre, je dois travailler une seule fois par semaine. C'est ça le contrat. Et c'est ça qui me permet d'avoir aujourd'hui un CDI. Et d'avoir quelque chose tous les mois et d'être tranquille aussi serein pour ma pratique. Après, tout ce qui est compétition officielle, déplacement, c'est avec l'équipe de France. Donc là, c'est prise en charge par la fédération. Avion, hôtel, les entraîneurs. Et c'est vrai qu'on a certaines compétitions où on part avec le club. Et là, du coup, c'est de ma poche. Là, c'est vraiment un investissement, le haut niveau aussi. C'est sûr que c'est pas un sport comme le foot ou comme le basket où il y a beaucoup d'argent. Par contre, c'est vrai que si tu fais des médailles, tu peux en vivre. Aujourd'hui, j'ai réussi à en vivre pendant 12 ans. Et depuis que je suis à la SNCF, c'est vraiment une sécurité financière, c'est sûr. Et après, on a des sponsors. On gère l'image. Moi, sur les réseaux, sur ceux que tu as vu, sur LinkedIn, j'essaie de poster souvent. Et comme je suis bien intégré dans ma ville, à Cergy, et je suis ambassadeur de la ville, ça me ramène aussi quelques sponsors et mécènes. Et pour manger, ça c'est simple. Je suis à l'INSEP, c'est-à-dire je dors sur place, je suis nourri. J'ai le médical. Quand tu vas à l'INSEP, tu as accès au médical, kiné, tout ça, c'est prise en charge. Alors c'est vrai que finalement, il y a les dépenses, c'est surtout sur les compétitions et surtout sur la nourriture pour les régimes, on va dire. Mais sinon, tout est pris en charge. Après, faut être performant. Si tu es pas performant, par contre, là, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il y a plein de sportifs de haut niveau qui ont à côté quelque chose, ils donnent des cours, font des études. Il faut avoir toujours un double projet, c'est sûr. Quand tu es sportif de haut niveau d'un sport olympique, c'est bien d'avoir un double projet. Mais donc, je comprends que toi, tu es blindé, toi. Tu comptes les billets, c'est ça? Non, pas encore. Moi, en fait, je cours pas après l'argent. Je suis déjà content de pouvoir en vivre. C'est une grande fierté de pouvoir vivre de mon sport. C'était mon but depuis tout jeune. Je me suis toujours dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vivre de mon sport de haut niveau. Alors oui, aujourd'hui, j'arrive à en vivre, donc c'est cool. Alors quand tu dis arriver à en vivre, ça veut dire quoi? Tu arrives à mettre de côté, tu arrives à prévoir l'avenir, voilà, parce qu'il y a en vivre au quotidien et puis il y a préparer l'avenir. Parce que ça aussi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais, pas dédramatiser, mais justement alerter. Il y a effectivement vivre tous les mois, avoir du mal à boucler le mois, mais boucler quand même, voir un petit peu d'argent qui reste. Simplement, quand on est sportif de haut niveau, toi, tu as la chance d'avoir une CIP. C'est une convention d'insertion professionnelle, je crois, plutôt qu'un contrat d'insertion. Quand tu as une CIP, tu cotises pour la retraite, donc ça veut dire que tes années de sport de haut niveau, elles seront comptabilisées. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance d'avoir une CIP, qui n'ont pas la chance d'être salariés, et donc c'est plus compliqué. Donc l'avenir, une fois comme tu l'as dit, dès que tu es un peu moins performant, dès que tout ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe derrière? Et si tu n'as pas préparé l'avenir ou si tu n'as pas mis un peu de côté, c'est plus difficile. C'est ça aussi ce qu'on appelle un peu le stress du haut niveau. C'est qu'aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir en vivre, mais il faut penser à l'après. Et c'est aussi ça qui permet de tenir au meilleur de ta forme et toujours être focus sur l'entraînement. C'est que derrière, tu sais que si tu es plus performant, tout s'arrête. Et l'après, moi, j'ai de la chance parce que, comme je t'ai dit, j'ai un CIP, c'est-à-dire j'ai un travail qui m'attend derrière. Je suis manager SNCF. Mais avec toutes les compétences que j'ai acquises aujourd'hui, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube.
il y a 3 semaines. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer tout mon quotidien, tout ce que j'ai pu faire toutes ces années. Et je me vois bien après faire continuer sur YouTube. Mais en fait, c'est un nouveau système que je suis en train de lancer là. Il y a pas beaucoup de sportifs qui le font, mais j'ai envie de lancer une chaîne YouTube parce que je me dis, aujourd'hui, quand tu vois une entreprise, le taekwondo, c'est pas médiatisé, mais moi, j'ai envie d'apporter cette image commerciale où derrière, on peut faire quelque chose sur YouTube ou une vidéo sponsorisée. Voilà. C'est un peu un nouveau truc que je me lance, un nouveau challenge. Mais c'est sûr que oui, il y a plein de sportifs qui arrivent pas à en vivre, mais quand je dis j'arrive à en vivre, aujourd'hui, je suis à 1 400 € par mois sur mon salaire SNCF. Voilà, c'est pas non plus incroyable, mais comme je te l'ai dit, je suis logé à l'INSEP. Pour l'instant, tout va bien. Après, oui, l'après, c'est une autre vie et il faudra switcher sur un monde professionnel. Ça, c'est sûr que l'après, il est pas comme le foot, ça n'a rien à voir. On peut passer de médaillé au JO, de médaillé au championnat d'Europe, à d'un cours à une vie normale où tu travailles. Ça, faut se préparer à ça, c'est sûr. Une vie normale. Vous vivez déjà une vie normale, un peu dans l'extraordinaire parce que vous avez des talents spécifiques, mais d'une vie dans l'ombre, on va dire. Dans l'ombre, mais quand je dis une vie normale, c'est vrai que quand on est à l'INSEP, franchement, c'est une vie différente parce qu'on est dans une bulle. Des fois, moi, ça m'arrive 3 4 jours, j'oublie de donner des nouvelles à mes parents. En fait, je suis tellement concentré dans cette bulle du haut niveau. Même mes amis, quand je vais manger, ils font du sport de haut niveau. C'est-à-dire, on parle toujours JO. Et finalement, on oublie que le monde à côté, il tourne. Et c'est vrai que quand tu es dans cette bulle, là, voilà, là, c'est le matin, je suis allé au petit-déj. J'ai mangé avec des sportifs. Après, je vais à l'entraînement à 11h, j'enchaîne sur le repas, je me réentraîne. Finalement, je suis même pas sorti de l'INSEP et il est déjà 20h. Et après, je vais au kiné. Tu vois, on est vraiment dans une bulle qui fait que, des fois, on oublie un peu que le monde autour, il tourne. Et c'est sûr que moi, par exemple, je vais une fois travailler à la SNCF, ça me fait bizarre d'être avec d'autres personnes qui font pas de sport. C'est pas facile, hein. Le haut niveau, c'est vraiment un cercle, voilà. C'est une bulle. Bon, écoute, si j'ai un conseil à te donner, prépare-toi bien, parce que moi, sans être un sportif de haut niveau, cet été, j'ai fait un petit défi, j'ai traversé la France en courant, et c'est ça. Pendant un mois, j'étais hors sol, j'étais dans ma bulle, j'avais mon entraîneur qui me donnait à boire, à manger, le soir, je faisais des pauses à l'hôtel, etc. Et puis t'arrives, mais là, t'arrives en fait, bisous à ma femme, bisous à mes enfants, bisous à papa, et puis tu reviens, tu prends un mur, tu reviens dans le monde réel. Et effectivement, prépare-toi bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de l'attention, on est pris en charge. Si on a besoin de quelque chose, c'est simple, on appelle, on prend le téléphone et on demande, oui, pour les papiers, les documents. Non, mais c'est vraiment le monde extérieur. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, on est dans la vie pas normale parce que aujourd'hui, on est au centre d'un projet de performance et d'un coup de sortir de ce projet de performance et d'être de l'extérieur. Voilà, après, moi, j'ai des pieds à l'extérieur où, à côté, je fais beaucoup de choses. J'interviens dans les écoles, je suis ambassadeur du Val d'Oise, donc j'interviens dans les collèges, lycées. J'essaie vraiment de garder le pied à l'extérieur et aussi de développer d'autres compétences que seulement ma pratique. Bon, écoute, je vois que tu prépares déjà le lendemain, donc félicitations. Je le dis très régulièrement, mais je trouve que les sportives et sportifs de haut niveau ont une maturité. Déjà, ils ont une expérience. On a l'impression que vous avez déjà vécu 2, 3, 4, 5 vies, et puis ça vous fait gagner en maturité à une vitesse grand V. Tu parles justement du haut niveau, tu parles de l'excellence. Est-ce que tu as déjà connu la blessure et est-ce que ça t'a déjà mis en stress, enfin du moins est-ce que ça t'a justement déjà fait te reposer la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Oui, moi je me suis déjà blessé plusieurs fois. J'ai eu 4 opérations. Je me suis blessé au ménisque 2 fois. J'ai eu les 2 ménisques, donc je me suis fait opérer. Je me suis cassé le poignet, je me suis fait opérer, la main aussi. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur quand tu es blessé. Tu te dis, est-ce que tu vas revenir au meilleur niveau? Est-ce que tu vas continuer? Et après une opération, on le sait tous, hein, c'est difficile de se remettre en forme. Mais moi, j'ai de la chance parce qu'à l'INSEP, il y a une bonne préparation et surtout, j'ai cette envie qui fait qu'à chaque fois que je me suis blessé, je suis revenu au meilleur de ma forme. Et comment ça se passe justement avec les partenaires, les sponsors? Tu parlais des contrats d'image, les mécènes, avec la SNCF dans le cadre de ta CIP, de ta convention d'insertion professionnelle? Alors, moi, ce que je fais quand je suis en mécène ou j'ai une entreprise, c'est que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le sport taekwondo, c'est pas un sport médiatisé, mais j'ai une bonne base de
de followers sur Instagram qui me permet aujourd'hui de pouvoir prétendre à avoir des sponsors sur plusieurs entreprises. Mais du coup, quand tu as une blessure, comment ça se passe? Tu communiques avec eux, ils comprennent, ils attendent, ils peuvent attendre combien de temps? Ils te laissent jusqu'à la fin de la saison pour te remettre et refaire de la perf? Tout dépend du sponsor que je te parle. Moi, aujourd'hui, quand je dis que je suis en CIP, c'est que c'est vraiment un accompagnement professionnel jusqu'à la fin de ma carrière et ensuite et après ma carrière parce que j'ai un poste et j'ai un CDI. C'est-à-dire que même si je suis blessé, ils comprennent et ils vont attendre et justement, ils m'accompagnent aussi moralement. Et quand je suis blessé, ben, je suis avec, comment ça s'appelle? Ben, ils m'aident aussi professionnellement à évoluer mes compétences. Par contre, oui, un mécénat, c'est différent, c'est sur un an. Alors oui, si je suis pas performant dans l'année, ben, ils vont pas re-signer, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que moi, comme je t'ai dit, je suis toujours à la recherche d'un nouveau mécénat, de nouvelles entreprises. Et après, je propose aussi d'autres choses. Je propose pas seulement du taekwondo et mon image. Moi, j'interviens dans l'entreprise. Je viens faire parler sur la persévérance et parler de mon parcours, tout simplement. Je sais que ça peut motiver aussi et les gens aujourd'hui... on est à 6 mois des Jeux, d'avoir un athlète qui peut potentiellement faire les Jeux, c'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est à 6 mois des Jeux et c'est dur de dire que non, là, il y a rien, dans les hauts niveaux, on peut pas en vivre parce que voilà, on est à 6 mois des Jeux et tout le monde est orienté vers le sport. Par contre, après les Jeux, je sais pas, peut-être il y aura ça sera autre chose, il y aura moins de monde, je pense, pour le sport. Bon, écoute, c'est encore une fois l'essence même de ce podcast, de rappeler que parfois, eh ben, quand on est sportif de haut niveau, la vie est pas toute rose. Et puis là, il y a une grosse effervescence sur les JO. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du mois de septembre, une fois que les contrats s'arrêtent? Et surtout que là, on a pris mon cas dans le haut niveau, où moi j'ai eu de la chance, je t'ai dit, j'ai perfé jeune et depuis jeune, j'étais bien accompagné par la fédération. Mais aujourd'hui, au taekwondo, par exemple, dans une catégorie, il y a le numéro 1 et le numéro 2, ok, ils ont un contrat, mais derrière, il y a 5-6 athlètes qui ont rien du tout. Et moi, ça fait 14 ans que je suis dans le haut niveau, j'en ai vu énormément passer des jeunes. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais mes concurrents, et chaque année, il y a des gens qui arrivent, mais si tu n'arrives pas à faire ta place, eh ben, faut faire un choix. Le taekwondo, tu peux pas, il y a des personnes qui ont aujourd'hui 25 ans, qui gagnent pas d'argent. Au bout d'un moment, tu es obligé de faire un choix. Est-ce que je veux continuer le haut niveau ou je dois faire aussi ma vie personnelle, le travail, avoir une famille aussi peut-être. Et bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait le choix de faire non, moi je vais faire mes études. Ça c'est sûr, non, faut le dire que dans le haut niveau en France, il n'y a pas seulement des athlètes qui gagnent de l'argent, il y a aussi énormément derrière de personnes qui font du haut niveau 1 ou 2 ans et qui arrêtent. Ben, je te remercie de le rappeler parce que, encore une fois, c'est l'essence même de ce podcast. Et on essaye d'être là pour vous aider, les sportives et les sportifs. Tu disais, il y a un moment, il faut faire des choix, et notamment entre le sport et les études. Toi, en termes d'études, t'en es où? T'as pu faire quelque chose tout en étant sportif de haut niveau? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'avais vraiment misé tout sur le haut niveau, mais j'avais quand même gardé un pied dans le monde des études. Bon, les études, j'ai fait des diplômes professionnels. Alors, à l'INSEP, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de faire un BPGEPS APT, c'est dans l'animation sportive. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BPGEPS AG2F, c'est pour devenir coach sportif. Bon, c'est vrai que je suis resté dans le domaine du sport. Et après, j'ai validé un diplôme d'entraîneur de niveau Bac+2. Et pourquoi pas faire après entraîneur de haut niveau? C'est la suite un peu logique du sport de haut niveau quand après 12 ans de haut niveau. Mais sinon, j'ai pas fait d'autres études à l'extérieur. Moi, je suis resté vraiment dans le monde du sport. Et j'ai de la chance, hein, j'ai signé un contrat avec la SNCF. Donc, comme je t'ai dit, j'ai un métier qui m'attend derrière, qui est manager SNCF. Et tu es engagé sur combien de temps avec la SNCF dans le cadre de ce CIP? C'est un CDI. D'accord, donc dès que tu arrêtes le haut niveau, si jamais tu as une autre boîte qui t'intéresse, tu pourrais éventuellement lâcher la SNCF et partir. Exactement, si j'ai une autre opportunité et si j'ai pas envie de rester à la SNCF, on a la possibilité de partir bien sûr, ou de rester. Oui, il y en a qui sont restés. Hein. Je pense à Frédéric Bellaube dans le triathlon. Toujours dans le triathlon, je pense à Cédric Fleurton qui ont fait une carrière à la SNCF. Oui, t'as pas mal de rêves. On sent qu'il y a du monde qui est passé sur le podcast et c'est cool. Et que moi, je suis très fier d'être là aujourd'hui aussi.
Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Je te dis, c'est l'essence même du podcast, c'est de vous aider à communiquer et puis que tout le monde comprenne que c'est pas facile de vivre de son sport, non seulement par rapport à toutes les exigences que ça demande au niveau entraînement, au niveau professionnel, mais également en termes de recherche de financement. Toi, tu as d'autres pistes. Si un petit jeune qui fait du taekwondo venait te voir et voulait quelques conseils, je sais pas, à 15-16 ans, tu lui dirais quoi justement pour aller vers le haut niveau et préparer l'avenir en même temps, en sachant que dans le haut niveau, on n'en vit pas forcément? Déjà, je dirais d'avoir un projet scolaire. Ce qui est important, c'est vraiment d'être bon à l'école aussi. Et je le pense, moi, l'école, je l'ai toujours pris comme un challenge, comme le sport. J'avais envie d'être le meilleur au taekwondo, mais c'est vrai qu'en cours, j'étais pareil. J'étais pas le meilleur de base à l'école, mais je me battais toujours pour avoir la meilleure note. J'étais vraiment toujours à la recherche de l'évolution. Je regardais ceux qui avaient une note, je disais, ah, t'as eu combien? Et en fait, j'avais toujours dans ma tête cet esprit un peu compétitif. Après, au niveau de l'entraînement, moi, en club, c'est pas non plus un club de haut niveau à la base, mais c'est moi qui allais chercher les entraîneurs. J'étais toujours proactif et je m'entraînais tous les jours au club, même s'il n'y avait pas de séance. Je demandais à mon entraîneur de m'entraîner. Et je vais pas mentir, c'est le travail, parce que moi, à la base, j'étais pas non plus très doué pour le taekwondo, mais je me suis beaucoup entraîné. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Après, les conseils que je peux donner, c'est le travail. Le travail et d'avoir un double projet, c'est important. C'est sûr, à côté, il faut avoir un niveau scolaire assez. C'est important, l'école, c'est sûr. Et sur le taekwondo, c'est le travail. Hein. Le travail et la persévérance. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Le talent, c'est bien, mais le talent sans travail n'est rien. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Moi, j'en ai vu tellement des gens plus doués que moi, des athlètes plus doués en taekwondo, mais qui n'ont pas réussi. Parce que à un moment donné, ils ont fait le choix de pas travailler ou de faire autre chose que bosser. Si on pouvait se projeter quelques années en arrière, justement quand tu as 5 ans, tu vois, donc tu es à côté du petit Dylan de 5 ans. Lui, il sait exactement ce qui va se passer. Il sait qui tu es, donc il sait la vie qu'il va avoir jusqu'à ses 29 ans. Qu'est-ce que tu crois que le petit Dylan, il te dirait en te voyant? Non, impossible. J'ai eu tellement de moments de doute aujourd'hui. Euh, Quand j'étais petit, je me disais non, mais j'ai douté peut-être toutes les 2 semaines. Je me dis non, je vais pas réussir, c'est dur, c'est dur. J'ai perdu aussi énormément de fois. C'est sûr, hein. J'étais pas à la base quand je suis arrivé, à l'âge de 5 ans, bon, j'avais envie de faire du haut niveau, mais derrière, j'ai eu vraiment des périodes de doute. Et si je me disais, je me voyais, non, je me disais non, c'est pas possible, je vais pas réussir. Et en plus, je recommencerai pas parce que c'était tellement dur, les régimes. Nous, on a un sport de catégorie de poids. C'est-à-dire, il y a le régime qui est pris en compte. Pascal Gentil, lui, il était dans la catégorie des poids lourds. Donc, il n'a pas connu ça. Mais quand tu as un poids à faire et à respecter et à perdre 8 kilos, déjà, je recommencerai peut-être pas. Parce que le chemin a été vraiment dur et long. Mais en tout cas, je suis tellement fier aujourd'hui de tout ce que j'ai réalisé. Je ne me suis pas encore retourné pour regarder. Je ne suis pas encore assez vieux. Pour l'instant, je me concentre sur l'avenir. Et oui, quand je vais arrêter ma carrière, je vais regarder un peu tout ce que j'ai fait et prendre le temps aussi pour moi et de me dire waouh, c'est cool. Et qu'est-ce que tu lui répondrais si lui te disait non, pas possible? Je lui mettrai un coup de bâton, je ne dis pas travailler. Non, 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 je lui dirais travaille, crois en toi et n'écoute pas les autres ou franchement fais ce que tu as envie. Ah. Tu parlais de la catégorie de poids, c'est vrai que c'est un sujet que j'avais pas encore abordé. Donc on l'aura compris, hein, le taekwondo c'est un sport en catégorie de poids. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette catégorie? Parce que tu as dit que tu as combattu dans plusieurs catégories. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans une catégorie qui t'oblige à faire des régimes? Alors déjà tu choisis ta catégorie par rapport à ton état de forme et ta force physique, ta taille aussi. Et moi, je suis allé en moins de 58 au tout début de ma carrière parce que j'étais plus jeune et j'avais moins de muscles. Du coup, je pouvais descendre au poids. Et quand tu descends en poids, en fait, au taekwondo, c'est l'allonge qui est important. Donc, plus tu es dans une catégorie légère et tu es grand, c'est sûr que tu as un avantage. Et moi, j'avais cet avantage-là, donc c'est pour ça que je descendais de poids. Après, le temps a fait que je suis monté de catégorie. Aujourd'hui, je suis en moins de 68, un poids un peu plus normal pour un être humain qui pèse 71 kilos. Et aujourd'hui, j'ai 4-5 kilos à perdre. Mais la catégorie des moins de 68 est l'une des catégories les plus dures en taekwondo. Parce que c'est un poids moyen et c'est une catégorie
ils sont vraiment très forts et très techniques. Et j'imagine que là-dessus, justement, les Coréens sont plutôt avantagés parce qu'ils ne sont pas forcément grands, mais ils sont plutôt légers. Et donc, après, ça se travaille, la longe, C'est sûr etc. qu'en Asie, à partir d'un certain point, on n'en voit pas beaucoup. Mais par contre, dans nos catégories 58, 63, 68, en général, c'est les champions du monde. Ils sont champions du monde ou vice-champions du monde. Tout le temps. Pour l'instant. Attends, ils n'ont pas encore connu les petits Français qu'on les dents longues. Tu connais Mehdi Meknesh comme judoka ? Ça me dit quelque chose. Je te partagerai un talk qu'il a fait et lui justement il raconte que c'était dur les régimes et qu'il était dans une catégorie de poids je crois que c'était une catégorie avant les championnats de France, c'était les championnats d'Île-de-France, il s'est retrouvé avec celui qui a gagné dans sa catégorie de poids et il a perdu, et par contre au championnat de France il se préparait dans sa catégorie qui devait être moins de 63 je crois à l'époque, et puis le jour de la pesée il faisait 200 grammes de plus, il est passé dans la catégorie supérieure et il a tout gagné. Donc peut-être que le coût de la catégorie, ça s'étudie aussi. Ça s'étudie et c'est ça qui rentre en compte au taekwondo, c'est qu'aujourd'hui tu dois choisir ta catégorie. Je dis pas forcément de faire des régimes, il y en a qui font pas de régime, il y en a qui montent dans la catégorie dessus. Après, il faut être bon. C'est un choix. En fait, c'est vraiment ça rentre vraiment en compte dans la performance, le choix de la caté. Bon, écoute, on aura compris que quand on veut être le meilleur taekwondoïste mondial, il faut s'armer de patience, travailler dur, avoir des partenaires. Sacrifice sur le poids. Le poids, c'est un sacrifice. Quand tu pèses... moi, je pesais 64 kilos et j'ai décidé de descendre en moins de 58. Et ça, j'avais 20 ans. De 18 à 22 ans, j'ai fait ça. Là, c'est un choix. C'est un choix de faire ça pendant toute l'année. Ou à un âge où on a envie de faire autre chose que faire des régimes, je pense. Comment tu fais justement pour perdre 6 kilos en quelques jours, quelques semaines ? Les premières semaines, à 3 semaines, on va dire, je commence à réduire l'apport en protéines. Je mange déjà équilibré, c'est sûr. Ça, c'est une chose basique. Et le grignotage entre les entraînements, j'arrête. Le fait qu'on s'entraîne 2 fois par jour, à chaque fois, le poids, il descend. Et après, sur les 2 dernières semaines, le soir, j'ai réduit la portion de protéines, c'est-à-dire l'assiette de pâtes. Je réduis les pâtes et je mets plus de légumes. La dernière semaine, le soir, j'enlève presque je parle du soir parce que la journée, j'essaie de manger à peu près normalement. Le soir, j'enlève les protéines carrément 2-3 jours avant. Et les derniers jours, là, c'est ce qu'on appelle le cutting où on perd l'eau. Et là, c'est pas du tout du régime, c'est vraiment une méthode où on va perdre toute l'eau du corps. Enfin, toute l'eau. Comme au MMA, quoi. Mais avec attends, des parce bains que chauds, du sauna. Et après, on se pèse par exemple, le vendredi, c'est la pesée, elle est à 10h et on combat le lendemain. Donc oui, on a le temps de récupérer et parce qu'en fait, il y a des méthodes de récupération, on va boire toutes les 10 minutes de l'eau pour se réhydrater. Et le lendemain, en général, on combat à plus 4, plus 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, tu arrives, t'es complètement défoncé, enfin t'es fatigué, parce qu'un régime, ça fatigue, s'épuiser en eau, se vider en eau, ça fatigue aussi énormément. C'est sûr que ça fatigue. Après, c'est une habitude. La première fois, oui, si on dit de le faire, tu vas être KO. Mais après, il y a la médaille derrière et tout le monde le fait. Donc derrière, on a de l'énergie, on est un peu transcendé, on a l'adrénaline du combat qui fait qu'on est en forme le jour J. Mais bien sûr, il y a des fois où je suis arrivé, j'étais éclaté et j'ai pas réussi à lever mes jambes. Ça arrive aussi. Bon, écoute, on espère que d'ici cet été, tu obtiennes une qualif en équipe avec l'équipe de France de taekwondo et puis que tout se passe bien au Grand Palais. Dylan, merci beaucoup. Merci pour cet échange. 45 minutes de pur bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre quand je passerai sur Paris. Ou si tu reviens sur Toulouse, je suis à Castres. C'est à 1h. C'est pas loin. Oh là là, t'es à Toulouse. Franchement, c'est une ville de cœur. Ça, j'aimerais bien y retourner et voir un peu où j'ai commencé le Crêpes de Toulouse. Je le connais très bien. Mais en tout cas, je pense à toi si je viens à Toulouse. Ça marche. Merci beaucoup, Dylan. À très bientôt. À très bientôt. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Dylan Chilamutu que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Dylan et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes.
Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide, surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!